Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Saint-Félicien. En ce lundi 8 septembre 2014, selon notre tradition et l'usage courant, quelques instants de réflexion pour guider notre séance de travail. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Moi, du Père et du Fils, du Saint-Esprit, soit-il. Bienvenue tout le monde. Alors, dans l'ordre, j'aimerais une proposition de travail d'ordre du jour. Maître Tremblay, s'il vous plaît. Oui, donc le premier point, c'est la prière et l'ouverture de la séance. Deuxième point, lecture et acceptation de l'ordre du jour. Troisième point, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2014. Point 4, suite au procès-verbal. Point 5, renouvellement du mandat de M. Normand Merose au comité consultatif d'urbanisme. Point 6, renouvellement du mandat de Mme Christine Fortin au comité consultatif d'urbanisme. Point 7, c'est une demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, système de production d'eau potable, d'eau brute et d'eau brute. Point 8, décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 1290 rue Blouin. Le point 9 a été retiré. Le point 10, une autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le 1313 et 1319 boulevard Sacré-Cœur. Point 11, une autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le 1171 au 1173 rue Notre-Dame. Point 12, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le 1085 boulevard Sacré-Cœur. Point 13, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le 1055 boulevard Sacré-Cœur. Point 14, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le 1067 boulevard Sacré-Cœur. Point 15, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le 1305 boulevard Sacré-Cœur. Point 16, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le 1078 boulevard Sacré-Cœur. Point 17, autorisation de fermeture du boulevard Sacré-Cœur entre les rues Notre-Dame et Sainte-Anne pour le Folibard le 27 septembre 2014. Point 18, libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement agglomération 1, groupe A, période du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2008 et du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2009, autorisation. Point 19, dépôt pour acceptation du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 16 juillet 2014. Point 20, vente du lot 4 302 412 du cadastre du Québec, la résidence au 1066 rue Ouellette, à M. Philippe Simard pour un montant de 11 713,83 $ plus taxes, autorisation de signer. Point 21 sur la vente du lot du 5 58 124 du cadastre du Québec, le 1252 rue Léonide Claveau, à M. Jimmy Gaudreau et à Mme Lydia Merose pour 39 036,67 plus taxes, autorisation de signer. Point 22 sur le protocole d'entente d'intervenir avec la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, service des conteneurs de chasse, autorisation de signer. Point 23, demande d'appui de la Commission protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, pour les lots 4 098 739, 2 171 330, 2 171 340, 2 171 341, 3 43 068 et 3 43 069 du cadastre du Québec dans le secteur de l'église, de la route de l'église, excusez-moi. Point 24. Mandat de service professionnel, agrandissement de la station d'épuration, Simard Boivin-Lemieux, avocat. Point 25. Adjudication de contrat, pavage et pulvérisation, pavage urbain et villégiature 2014 à Pervex Limité pour un montant de 573 580,94 taxes incluses. Point 26. Adjudication de contrat, entretien divers, stationnement, Sûreté du Québec et sécurité incendie, les pavés Saint-Félicien Inc. pour un montant de 12 072 et 37, taxes incluses. Point 27, adjudication de contrat. Ponceau, route Saint-Eusèbe, Tuyau, Tuvico, pour un montant de 27 019,48 taxes incluses et autorisation de travaux
en régie pour une valeur d'environ 100 000 Point 28, dépôt, rapport de dépenses des commissions selon le règlement 13-860. Point 29, dépôt des rapports de dépenses autorisés par les chefs de service selon le règlement 13-860. Point 30, acceptation des listes de comptes de la période du 17 juillet au 13 août et du 14 au 27 août 2014. Point 31, autorisation de payer divers comptes. Point 32, décompte progressif numéro 1, construction Martin Rousseau Inc., remplacement du tablier du pont Acier de bois pour un montant de 41 363. Taxes incluses. Point 33, c'est l'avis de motion. 34, période de questions. 35, intervention des membres du conseil. Et le point 36, c'est la levée de la réunion. Merci. Alors, dans l'ordre, je recevrai une proposition pour accepter l'ordre du jour. Oui. Hugues Evans, Mme Boudreau. Merci. Item 3, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2014. Tout le monde en a pris connaissance. Vous avez vu dans vos documents. Oui, on a fait la proposition. M. Boivin, M. Bouchard, vous avez appuyé. Merci. Item 4, suite au procès-verbal. M. Ménard, avez-vous du spécial? Il n'y a aucune suite, M. le maire, d'enregistrer. Tout est dans l'ordre. Tout procède comme prévu. Oui. Item 5, renouvellement du mandat de M. Normand Méraud au poste du comité consultatif d'urbanisme. Alors, M. Ménard. M. le maire, en fait, M. Méraud a déjà réalisé 2 mandats. On sait que c'est des mandats de 2 ans. Il sollicite un nouveau mandat, un 3e mandat également pour une période de 2 ans. Je pense qu'il fait un excellent travail au niveau du comité. Donc, c'est une recommandation. D'accord. Alors, une proposition pour renouveler le mandat. M. Bouchard, M. Boivin, vous avez appuyé. Merci. Item 6, renouvellement également du mandat de Mme Christine Fortin au comité consultatif d'urbanisme. Sans doute la même procédure, M. Même Ménard. situation, effectivement. 3e mandat. 3e mandat qui serait pour une période de 2 ans également. Alors, Mme Boudreau, M. Paradis. Merci. Item 7, demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques relativement au système de production d'eau potable et d'eau brute. Alors voilà un item, probablement là, le plan de résistance de la soirée de ce soir. Toute la problématique d'approvisionnement de production d'eau potable pour la municipalité, les développements futurs, les expansions dans certains secteurs. Dossier qui a demandé des années de préparation, de recherche, de discussion avec les différents ministères, entre autres celui de l'Environnement, mais qui, je pense, en tout cas le Conseil a mis toute l'énergie nécessaire pour conclure cette année telle qu'on l'avait envisagé. Il y a peut-être eu un certain retard là, sur l'échéancier initial, mais je pense qu'on est capable de se rattraper avec ce qu'on va passer ce soir comme résolution. Et ça va également permettre aux citoyens de comprendre la difficulté et puis les responsabilités qu'encourt la municipalité par son conseil là, quand on vient intervenir dans le cours, je ne dirais pas naturel des choses, mais dans le cours de la nature. Hein? C'est là qu'on fait la différence. Ouais. Comment qu'il faut être prudent, comment le ministère exige des précautions. Mais à l'époque, c'était la voie que le Conseil avait privilégiée. On remonte de ça plusieurs années pour des raisons économiques et des raisons de qualité également de l'approvisionnement ou de la sécurisation de l'approvisionnement. Alors, M. Ménard, vous allez nous lire l'essentiel de la résolution qu'on va passer ce soir. Oui. Et puis, vous allez... au besoin, là, préciser certains termes, certaines expressions pour que tout le monde comprenne bien et comprenne dans quoi on s'engage ce soir. Je vais tenter de le faire présenter une image claire le plus possible. Oui. D'abord, pour dire que les bassins de recharge, quand on regarde la solution qui a été retenue, a fait quand même l'objet de plusieurs analyses. Il y a eu des options, entre autres, approvisionnement à même la rivière, traitement de l'eau à même la rivière, approvisionnement à même Saint-Prime, approvisionnement, le 3e, qui était une recharge artificielle, ce qui est la solution préconisée qui s'avère la moins onéreuse pour la ville et qui donne le maximum d'efficacité. Donc, recharge artificielle à proximité du puits P1, qui est le puits principal de la ville, construction d'un bassin important qui sera alimenté à même l'eau de la rivière à l'eau par une conduite de dérivation qui viendrait alimenter les crépines du puits principal, les crépines donc
les conduites d'alimentation souterraine qui viennent alimenter, canaliser l'eau vers le puits pour alimenter l'ensemble de la ville. Donc, on a présenté notre demande au ministère. Vous savez qu'on travaille, ça fait 3, sinon 4 ans même, oui. Ça a été une saga. Et le ministère, au terme de cette démarche-là, on a fait des plans et devis à l'heure actuelle. On a soumis le tout au ministère. Ça fait pratiquement un mois que les plans sont rendus au bureau du ministère. Et avant d'émettre le CA, le certificat d'autorisation en tant que tel, le ministère demande quand même à la Ville un certain nombre d'engagements. On a fait des rencontres avec les gens du ministère. Je ne vous cacherai pas qu'il y a eu des vingtaines, 20 et 30 points de conditions qui ont été discutés. Vous allez le voir dans le texte ce soir, ça se limite ce soir à 7 points qu'on pense, M. le maire, qui est justifié et acceptable pour la Ville et aussi essentiel pour le développement. Je vais vous dire les grandes lignes, en fait, du projet de résolution. Il se lit comme suit. Attendu que le ministère des Forêts et de la Faune a autorisé un prélèvement basé sur les valeurs historiques de la Ville correspondant à 6160 m3 à la prise d'eau existante de la rivière à l'eau. Donc, c'est le fond de l'histoire, c'est qu'on serait à mesure, on a une autorisation de prélever l'eau de la rivière pour venir alimenter la crépine du puits principal, donc 6160 m3. Attendu que le captage de cette eau de surface contribuera à alimenter la recharge artificielle, on parle de 2410 m3, de manière à sécuriser l'alimentation en eau de la nappe associée au puits de captage P1. Quant au débit résiduel de cette eau de surface, environ 3140 m3, il sera utilisé pour desservir en eau brute un secteur du parc industriel, notamment les besoins au niveau de l'usine de cogénération, qui seront couverts par cette conduite-là. Attendu que la rivière à Lourdes est en étiage hivernal lors des mois d'hiver jusqu'à la crue printanière. Étiage, c'est la période à laquelle le niveau de l'eau et le débit est le moindre, et pour lequel on doit assurer la survie des poissons, la frayère, etc. Donc, le ministère nous exige de maintenir un minimum d'eau, et la Ville, il faut qu'elle s'engage pour gérer cette situation-là, pour ne pas mettre en péril là, la reproduction. À 2 moments à peu près dans l'année. Dans l'année. À l'hiver, puis à l'automne, à la fin. Oui. Donc, attendu qu'il faut débuter la recharge artificielle avant d'atteindre l'étiage estival afin de ne pas dépasser la capacité de support de la rivière. De ces faits, en fait, il y a 7 conditions qui ont été élaborées. La Ville doit s'engager à cesser l'exploitation du site de la recharge artificielle lors de la période d'étiage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la Ville s'engage à tenir un registre quotidien des 2 débitmètres situés dans la chambre de contrôle numéro 1, du niveau d'eau dans le caisson du puits P1 et du niveau de la rivière aux Iroquois. Pourquoi rivière aux Iroquois? On est sur la rivière la rivière à Lourdes en tant que telle, au niveau de la prise d'eau. C'est que la rivière à Lourdes n'est pas instrumentée en tant que telle en termes de débit, de hauteur d'eau. Il n'y a pas d'historique de cumulé. Et par contre, celle de la rivière aux Iroquois l'est très bien. Et le ministère établit une corrélation entre les 2 rivières pour déterminer que la période d'étiage connue sur la rivière aux Iroquois devrait correspondre assez précisément à celle sur la rivière à l'eau. Donc, c'est elle qui sert de barème, si on veut. Troisième condition, la Ville s'engage à transmettre une déclaration annuelle des activités de prélèvement et des volumes prélevés. Ça, il n'y a pas de problème parce qu'on a des débitmètres à la prise d'eau qui devront être installés et des débitmètres pour alimenter le bassin de recharge également. Donc, on va connaître très bien les débits véhiculés. Quatrième point, la Ville s'engage à installer au plus tard 60 jours après la mise en service des ouvrages une règle graduée afin qu'une sonde de mesure de niveau soit établie au niveau de la rivière. Donc, on va avoir des lectures continuelles à faire avec une mesure de niveau d'eau au niveau de la section critique du barrage. Donc, on va connaître à la fois le niveau d'eau et à la fois les débits. Donc, c'est une obligation. Également, la Ville s'engage à définir les aires de protection immédiate et intermédiaire de la prise d'eau, donc la protection du bassin de recharge. La Ville s'engage à installer avant le 30 juin 2015 un système pour échantillonner l'eau brute. Et 7, enfin, le dernier point, la Ville s'engage à réaliser un protocole d'évaluation d'une eau souterraine sous l'influence directe de l'eau de surface, un procédé appelé ECIDES, qu'on doit faire de toute façon pour gérer les nappes d'eau, c'est des nouvelles procédures. Donc ça, c'est quasiment une condition qu'on aurait dû rencontrer de toute façon. Donc, essentiellement, c'est les points qui ont été retenus pour donner suite au projet de construction de la recharge. Vous savez qu'on est allé en appel d'offres avec les plans, mais le tout était conditionnel à l'émission du CA du ministère de l'Environnement, qui devrait être produit suite à cet engagement-là. Donc,
pense que ça a été obtenu après une négociation assez très difficile. Très difficile. Les démonstrations d'hydrogéologues, trois experts qui ont passé là, à différents moments là, au cours des dernières années. Des expertises vraiment importantes là, au niveau du ministère. Et puis, peut-être le petit détail, M. Ménard, là, vous avez mentionné qu'il y a un volume là, de garantie qui était dédié au parc industriel qui n'est plus là, mais qu'on conserve avec l'acquisition qu'on a faite il y a quelques années du puits P4, du puits du centre écologique. C'est pour ça que vous voyez des mouvements là, de ce temps-là, le locataire ou l'occupant qui utilisait temporairement les installations du centre écologique ne peut plus compter sur un bail à long terme, doit disposer là, des facilités du centre écologique parce que le puits demeure priorité, demeure la réserve stratégique et la police d'assurance que le Conseil avait décidé de faire l'acquisition il y a quelques années, rappelez-vous. Alors, le puits sera toujours là, advenant des développements futurs dans l'éco-parc 1, celui de la voie de contournement, celui que tout le monde connaît. Alors, s'il y a des besoins, on sera capable de répondre à ce moment-là, indépendamment de la consommation domestique, sans mettre en péril le réseau de consommation domestique. Alors, vous comprenez l'importance du puits P4, c'est pour ça qu'on en prend possession formellement, même si on ne le met pas en opération, mais on va le conserver en état, puis on va recycler le résiduel de ce patrimoine-là qui consiste essentiellement là, en immeubles. Alors, je pense qu'on vient de faire le tour, M. Ménard, de toute la problématique de l'eau. D'ici quelques semaines, avec l'adoption de cette résolution-là, on devrait avoir notre CA. Oui. On va accorder les contrats pour les travaux de la recharge. Et puis, le Conseil devrait être en mesure, au cours des prochaines semaines également, de livrer, je ne dirais pas des promesses, certains engagements qui avaient été faits au niveau de la population. Parce qu'on aura obtenu toutes les garanties, puis on ne mettra pas en péril personne, puis on sera capable de livrer ce qu'on produit, et pas livrer de l'hypothétique. D'ailleurs, le ministère nous suivait de façon assez... Oui, on ne pouvait pas de toute façon avancer d'aucune façon, puis on aurait abusé un peu là, de la bonne foi des gens. Là, on va tout avoir les sécurités techniques là, de notre côté. Alors, je demanderai une proposition. Oui, avec plaisir. Madame Boulot, vous allez appuyer ça. Merci. Des fois, c'est long, mais avec l'administration publique et les services publics, on n'a pas le choix. Il faut être prudent, il faut prendre nos aplombs comme il faut, parce que ça recule difficilement. C'est assez rare qu'on peut rouler du tuyau quand on l'a étendu. M. Ménard? Oui, et c'est très onéreux, disons. Oui. Item 8, décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 1290 rue Blouin. Oui, M. le maire, c'est une demande qui concerne une marge arrière requise pour un bâtiment accessoire, distance prescrite étant de 0,6 mètres et la marge demandée de 0,36 mètres. Donc, le CCU vous recommande d'accepter cette dérogation-là, soit l'empiètement du bâtiment accessoire dans la marge arrière. Toutefois, il mentionne que la dérogation s'éteindra à la démolition du dit bâtiment. Donc, c'est une réserve là, qui maintient. M. Bouchard, M. Simard de l'appuyer, merci. Item 9, décision sur une demande de dérogation mineure concernant cette fois le 10. Ben oui, retiré, c'est vrai. Vous êtes vigilante, maître Tremblay. Item 10, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale au 13-13 et 13-19 boulevard Sacré-Cœur, M. Ménard. Oui, M. le maire, concerne cette fois-ci un projet de rénovation. On parle de remplacer le revêtement extérieur, les portes et la fenestration. C'est une résidence située près du Pont-Martin. CCU a analysé la demande et en recommande l'émission du permis, en mentionnant toutefois que le revêtement devra être fait afin d'être conforme au règlement sur les PIA. L'installation d'un revêtement qui a été déjà accepté devra être installée. On parle de fibrociment, cannexel ou bois. Donc, Les produits permis dans l'arrondissement. Vous posez. Oui. M. Bouchard, M. Simard, on va appuyer quand ça se passe. Item 11, autorisation d'émettre des permis, toujours, et certificats requis, conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, cette fois, au 1171 et 1173 rue Notre-Dame. Rue Notre-Dame, encore une fois, un projet de rénovation, remplacement du revêtement arrière et la fenestration. Ça a été recommandé sans réserve au niveau du CCU.
Opposition, M. Paradis, Mme Boudreau, merci. Item 12, autorisation toujours d'émettre les mêmes permis, certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, mais cette fois au 1085 boulevard Sacré-Cœur. Oui, M. le maire. Cette fois-ci, on parle d'un rafraîchissement d'un panneau de l'enseigne existante pour l'immeuble. C'est le panneau, entre autres, du centre de femmes La Source. En fait, la même structure, simplement la réflexion du logo et du lettrage en tant que tel. Donc, c'est recommandé sans réserve. M. Chagnon, tout à l'heure. Je vais l'appuyer. Mme Boudreau, M. Paradis. plaisir. Mme Boudreau, Puis, pour être dans le temps. M. Paradis. OK. Excusez-moi. Gentleman. C'est parfait, merci. Item 13, autorisation d'émettre toujours les permis certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale au 1055 boulevard Sacré-Cœur. Oui, M. le maire. Anciennement, l'Ouragan, c'est le restaurant Feliciani. On parle d'installation de plus de 7 enseignes pour le nouveau restaurant. L'installation des enseignes ayant déjà été effectuée consiste en 2 enseignes sur un bandeau décoratif de la toiture, 3 enseignes sur le garde de la terrasse, sur le mur arrière et sur potence. Le CCU a analysé la demande et recommande d'autoriser le permis avec les modifications suivantes. Donc, le nombre d'enseignes doit être de 4 seulement, conforme au règlement sur le zonage 03600. Les enseignes qui ont été installées sur les gardes devront être enlevées et l'enseigne sur la potence existante, l'ours, devra s'harmoniser avec la nouvelle enseigne ou être enlevée. Donc, oui, on va de l'avant, mais avec un nombre maximum de panneaux. D'accord. Alors, une proposition, M. Boivin, M. Bouchard de l'appuyer, merci. Item 14, autorisation toujours d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale au 1067, cette fois, boulevard Sacré-Cœur. Oui, M. le maire, il s'agit de la bâtisse PME Internotaire et qui accueille des nouveaux occupants, donc le bureau Kane-Lamar Casgrain-Wells, et qui prévoit l'implantation de 2 panneaux d'identification en façade et 1 à l'arrière. Donc, c'est recommandé par le CCU. Opposition, M. Guibon, Oui. M. Paradis, vous allez appuyer. Merci. Item 15, autorisation d'émettre toujours les mêmes permis certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale au 1305 boulevard Sacré-Cœur. Construction, en fait, ce projet-ci, c'est celui de la clinique dentelle de 2 étages, dimension de 17,07 mètres et de 21 par 95 mètres en céramique et bois torréfié. L'analyse du dossier a été faite par notre inspecteur qui n'a soulevé aucun point de non-conformité. Les plans d'implantation et d'intégration architecturale semblent donc conformes à tous les points, les types de matériaux utilisés également. Et pour cette raison-là, le CCU vous recommande d'autoriser l'inspecteur d'émettre le permis. C'est bon? Opposition. Oui. M. Bouchard et M. Boivin. Appuyez. Item 16, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration, toujours architecturale, au 1078 boulevard Sacré-Cœur. Oui, M. le maire, concerne cette fois-ci le déplacement d'une enseigne du commerce Fenêtre Vision Plus qui était déjà existante et qui serait réinstallée sur un nouveau bâtiment au 1078 boulevard Sacré-Cœur. Donc, ça a été recommandé, compte tenu que c'était une enseigne qui avait déjà fait l'objet d'une analyse également. D'accord. Donc, un déplacement. Oui. Alors, Mme Boudreau, M. Guibon, Oui. Item 17, autorisation de fermeture du boulevard Sacré-Cœur entre les rues Notre-Dame et Sainte-Anne dans le cadre de L'activité de clôture. l'activité de clôture du Folibar le 27 septembre 2014. On enterre une institution, alors on va le faire dans la rue. Dans les bonnets du fond, dans la rue. C'est ça, M. Ménard? Oui, le détail? et la demande a été adressée. En fait, la fermeture de la rue a été souhaitée à compter de samedi, à compter de 13 h et jusqu'à 17 h le lendemain, dimanche 28 septembre. Donc, on va s'organiser aussi pour faire la signalisation adéquate pour assurer la sécurité si le Conseil autorise cette fermeture. C'est dans le cas, justement, c'est une activité un peu particulière, mais c'est une institution qui ferme ses portes à Saint-Félicien, là, qui a fait les joies et les peines des étudiants et des voisins, je ne vous dirai pas lequel, mais depuis plusieurs générations. Fait que ça a participé au folklore local, mais les gens ont décidé de passer à autre chose.
Alors, je pense que pour la sécurité de nos jeunes aussi, on sait que c'est la rentrée scolaire du cégep, on va leur permettre de s'ébrouer, oui, ou de s'ébattre en sécurité sur le boulevard avec un chapiteau à l'abri si jamais il y a des intempéries. Mais on le fera là, en toute sécurité. Je pense qu'on ne menace pas l'accès, on ne met pas en péril l'accès d'aucun commerce. La pharmacie est desservie par l'arrière. Puis pour ça va peut-être régler des problèmes qui avaient peine à supporter, mais qui vont être réglés définitivement. Alors tout le monde va y trouver son compte. Alors, je pense que c'est une précaution qu'on prend, puis c'est un petit clin d'œil, puis un petit salut qu'on fait là, aux opérateurs depuis maintenant 25 ans, je pense. Alors, on demanderait peut-être aux plus fervents adeptes, puis non? Ben, au moins, c'est le plus jeune. On va dire que peut-être le dernier qui a passé là. Moi, je ne me rappelle pas. Pas de problème, on va le proposer. Monsieur Paradis. On a l'ouverture, là. Mais... Ouais. Pas de chance d'être la pharmacie. Non, je pense que c'était... M. Bouchard va appuyer ça. Je pense que le conseil, mesure de prudence, je pense que ça va être apprécié. Puis ça va passer à l'histoire. C'est peut-être la première célébration là, du 150e anticipée. Merci, M. Paradis. Avec tout ça, on constate tous les PIA qu'on a passés ce soir, il y a quand même un beau ménage qui se fait au centre-ville, sur le boulevard Sacré-Cœur. Ben, espérons que ça va se continuer. C'est ça. Avec des projets structurants également. On tient qu'à nous. 18. Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement agglomération numéro 1, groupe A, pour les périodes du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2008 et du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2009. Autorisation. M. Ménard, un peu de... Oui, M. le maire, en fait, vous avez sous la main une note technique du service des ressources humaines. Il nous mentionne que notre courtier, le Mieux Ryan et Associés, a informé l'UMQ qu'ils sont en mesure de procéder à la libération de fonds de garantie, considérant que toutes les réclamations ont été réglées ou que la prescription est acquise pour ces deux périodes. Donc, selon nos codes-parts, la Ville peut recevoir les reliquats de montants suivants. Vous savez que pour la période 2007-2008, la Ville avait investi comme mise de fonds 19 640. Et pour 2008-2009, elle avait investi 21 640 pour un montant total de un peu plus de 41 000. Et suite au fait que toutes les réclamations ont été payées pour ces périodes-là, il resterait un résiduel qui reviendrait à la Ville de Saint-Félicien aux alentours de 24 767 $. Et donc, ça prend une résolution à la demande de l'UMQ, donc d'adopter une résolution qui soumise pour permettre de libérer mon temps. Donc, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour Saint-Félicien. Et le regroupement. Toujours intéressant, oui. Tu as des décaissements, des encaissements. C'est ça, c'est plaisant. Item 19, dépôt pour acceptation procédurale du comité consultatif d'urbanisme du 6 juillet 2014. Que vous avez pris connaissance. Qui a travaillé fort. Travaillé fort, ce dernier compte. C'est un dépôt, alors vous en faites la proposition. Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Oui, merci. Item 20, vente du lot 4 302 412 au cadastre du Québec. Plus précisément, c'est le 1066 rue Ouellette à M. Philippe Simard, au montant de 11 713,83 plus taxes, autorisation de signer. Oui, M. le maire, en fait, un terrain qui a été vendu et repris à quelques occasions. Un terrain de 6 890 pieds carrés à 1,70 du pied carré pour le montant mentionné, 11 713,83, plus les taxes, plus les frais de notaire et aussi plus l'obligation habituelle de construire d'un délai de 18 mois. Donc, c'est une recommandation. Mme Boudreau. Oui. M. Paradis. Oui. Merci. C'est le dernier. C'est le dernier de ce point-là. Le dernier, on va demander. Item 21, vente du lot 5 58 124 au cadastre du Québec, plus précisément le 1252 rue Léonide Claveau, à M. Jimmy Godreau et Mme Lydia Méraud, au montant de 39 036,67 plus taxes, autorisation de signer. Oui, oui, M. le maire, dans ce cas-ci, donc dans le développement domiciliaire en face de l'hôtel du Jardin, et pour 8 218,5 pieds carrés, au prix dans ce coin-là de 4,75 du pied carré pour le montant de 39 036, plus encore les frais notaires et l'obligation de construire de 18 mois.
Alors, une proposition, M. Paradis, Mme Boudreau. Thème 22, protocole d'entente à intervenir avec la Régie des matières résiduelles du lac Saint-Jean relativement au service des conteneurs de chasse, autorisation signée, M. Ménard. Oui, M. le maire, comme vous le savez, depuis déjà plusieurs années. Donc, encore une fois, cette année, ça se renouvelle. Donc, 2 conteneurs qui sont placés, un au bassin d'épuration ici à Saint-Félicien, au bout de la rue Véro, au niveau du poste P5, et un autre dans le secteur de Saint-Méthode. Ça a été mis en place dès le 1er septembre et sera en place jusqu'au 31 octobre 2014. Le conteneur seront effectués les levées normalement sur une base hebdomadaire et au besoin, si vraiment là, il y avait des besoins additionnels. Les responsabilités de la Ville, c'est sûr que c'est payer les frais de la location du conteneur, de faire la surveillance journalière et de maintenir la propreté des lieux. Donc, chaque localité adhère habituellement à ces contrôles. Bonne initiative, c'est qui était partie de Saint-Félicien. Ça, Par la là, Ville, c'est extraordinaire. Oui. C'est Boivin, vous êtes un Oui, chasseur. ah oui, oui, oui. Alors, on va appuyer ça. Cueilleur. Et jardinier. Les vieilles familles de chasseurs. Item 23, demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Les lots pour la vente des lots 4 98 739, 2 671 330, 2 671 340, 2 671 341, 3 043 068 et 3 043 069 au Canada du Québec, secteur route de l'Église, M. Ménard. Oui, c'est bien ça. En fait, une demande d'appui du Conseil pour la vente. En fait, il y a plusieurs numéros, mais c'est l'équivalent de plus ou moins 2 lots de surface appartenant à M. Bertrand Boutin qui serait transféré à la ferme Sylvain Larouche. Vous avez les plans, entre autres, de transfert. Vous remarquez que c'est quand même des exploitations agricoles qui sont voisines et qui viendraient compléter là, la production. Alors, une proposition d'appui, Proposé. Bouchard, M. Boivin, merci. Thème 24, mandat de service professionnel, agrandissement de la station d'épuration à Simard Boivin, le mieux avocat, M. Ménard. Oui, M. le maire, en fait, c'est un mandat pour des services juridiques. En fait, pour protéger les intérêts de la Ville dans divers contrats, différents dossiers entourant la construction des bassins d'épuration. Vous savez qu'il y a eu plusieurs mandats qui ont été confiés au niveau de la réalisation, de la conception, de l'expertise, pour lequel il y aura un suivi juridique à faire. Donc, c'est une recommandation. Oui. Proposition, M. Oui. Yvonne, Mme Boudreau. Oui. Merci. Item 25, adjudication de contrat pavage et pulvérisation, pavage urbain et villégiature 2014 à Pavex limité au montant de 573 581,94 taxes incluses. Oui, M. le maire. En fait, vous savez qu'on est déjà rendu à l'automne, donc il faut se presser pour les travaux de pavage dans nos routes. Ça touche en fait 5 tronçons. Un sur la rue Notre-Dame, tronçon partant de Sacré-Cœur, aller au CN. Une sur la rue des Cèdres, partant de la rue des Mélèzes à la rue des Bouleaux, au carré des Bouleaux. Le troisième projet, c'est sur la rue des Sports, plus ou moins 240 mètres de pavage à faire. 4 sur Beauchemin, le secteur de Bellevue-Sud, plus ou moins 80 mètres à faire. Et enfin, dans la partie villégiature, un tronçon d'environ 400 mètres, l'extrémité du chemin du Héron Bleu jusqu'à ce qu'on appelait le secteur des Boîtes à Mal, à l'extrémité de ce qu'on a fait l'an passé. En continuité. Donc, c'est des travaux de scarification, pulvérisation, reprofilage et pavage à nouveau. Alors, une proposition pour adjuger ce contrat-là, M. Simard. Vous l'appuyez? Oui, Mme Boudreau. Item 26, adjudication, cette fois de contrat pour l'entretien d'hiver, déjà, stationnement Sûreté du Québec et sécurité incendie à Pavé-Saint-Félicien, au montant de 12 072,37 taxes incluses. M. Ménard, petit Oui. détail. En fait, type d'appel d'offres sur invitation, on a invité 4 soumissionnaires. On a reçu 2 soumissions, la plus basse étant celle de Pavé-Saint-Félicien, à 12 072. Et on souligne que c'est quand même pour une période de 3 ans. On parle de l'entretien d'hiver du stationnement et du chemin d'accès. Donc, pour cette période-là de 3 ans. Alors, une proposition pour adjuger le contrat, M. Boivin, Oui. M. Simard. Item 27, adjudication de contrat, Ponceau, route Saint-Eusèbe, pour un tuyau à l'entreprise Tuvico, au montant de 27 019,48 taxes incluses, et autorisation de travaux en régie
pour une valeur d'environ 100 000 M. Ménard, Oui, Monsieur le maire, un peu Quoi le problème? particulier. Oui. C'est un dossier que, en fait, on a traité en toute urgence. On était déjà préoccupé par ce dossier-là au service du comité des travaux publics depuis, je dirais, le printemps. On a regardé plusieurs façons de corriger. C'est un tuyau de tôle ondulé de 2,1 mètres de diamètre qui est écrasé et pour lequel on a regardé plusieurs solutions. On parlait de regainage structural, ça a été impossible, de sorte qu'on se ramasse à l'automne. Le tuyau s'est affaissé de façon encore importante dans les derniers jours et on a dû remplacer, on doit absolument procéder au remplacement du tuyau. On parle par un tuyau béton armé, 1500 mm de diamètre, longueur 34 mètres. Et pour ce faire, ça implique un détournement de la circulation de Saint-Eusèbe, c'est sûr, et qui serait à compter de cette semaine. Il y a eu des travaux préparatoires qui ont été faits dès ce matin et qui devront se poursuivre pour une durée d'environ 3 semaines, nous conduisant au début d'octobre. Et il y a eu des affiches électroniques pour le mentionner et tout ça. Tout le projet dans son ensemble est évalué à plus ou moins 100 000 $. Et ce soir, ce qu'on voulait faire, c'était faire ratifier des initiatives qu'on a dû prendre, donc de placer des commandes. On a lancé des appels d'offres pour la fourniture du tuyau. On est allé sur invitation. 5 soumissionnaires invités. 4 soumissions reçues, la plupart étant celles de Tuvico pour 26 019,48 que nous vous recommandons. 27 000, oui. Alors, une proposition pour procéder, M. Paradis, M. Guibonne, vous avez appuyé. Que les travaux se fassent rapidement. On sécurise nos voies d'accès. Merci. Item 28, dépôt rapport des dépenses des commissions selon le règlement 13.8.60 au montant de 1 700 $, 1 700 $, vous avez vu. Oui. C'est des contributions standards. Alors, M. Boivin, vous avez fait la proposition. M. Bouchard, vous allez appuyer ça. Item 29, dépôt, rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13.8.60 au montant de 215 596 $ et 67. Toujours selon l'épuisement des planifications budgétaires de chacun des services. Le détail qui nous est communiqué régulièrement à notre satisfaction. Pour accepter le dépôt, Mme Boudreau, M. Guibonne, vous allez appuyer. Merci. Item 30, acceptation des listes de compte, période du 17 juillet au 13 août et du 14 au 27 août 2014. M. Boivin. Oui, toujours accompagné de Mme Boudreau. Après la vérification des comptes, tout est conforme. Alors, pour la période du 17 juillet au 13 août 2014, pour un montant de 1 430 868,56. Pour la période du 14 au 27 août 2014, pour un montant de 603 446,63 sous. J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Boudreau, vous allez appuyer ça. Merci. Merci. Item 31, autorisation de payer divers comptes, comptes d'intérêts légaux, judiciaires, pour l'essentiel, au montant. Oui, c'est seulement des Seulement honoraires de d'avocat. l'honoraire d'avocat, Oui. c'est ce qu'on constate. Au montant de 1808 $ et 4 sous. Alors, On va faire la proposition. Boudreau, M. Paradis. Item 32, des comptes progressifs numéro 1, construction Martin Rousseau incorporé, remplacement du tablier du pont à Cibois, au montant de 41 363, taxes inclus, M. Ménard. Oui, M. le maire, en fait, ça fait suite à des travaux qui ont été réalisés encore une fois d'urgence sur un pont pour lesquels qui était déstabilisé et pour lesquels on avait des limitations de charge, souvenez-vous, pendant une bonne partie de l'hiver. Et donc, c'est le premier décompte progressif numéro 1, travaux exécutés jusqu'au 18 juillet 2014. C'est une recommandation de paiement à l'entrepreneur pour ce montant-là, 41 363. Pont de la route de l'église. Oui, Oui. pour la route de l'église. Alors, vous en faites la proposition, M. Guibonne, M. Paradis. Appuyez ça. Item 33, avis de motion. Motion ce soir. Non, non, Item 34, période de questions, la salle. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers. Mon nom, c'est Janine Lavoie. Moi, je viens vous voir ce soir parce que j'ai entendu une rumeur, puis je veux savoir si c'est vrai ou si c'est faux. J'ai entendu dire que la bâtisse du Folibor allait être démolie, puis que l'entrepreneur qui a acheté le terrain allait bâtir des condos
avec un crédit de taxe pour 10 ans. Est-ce que c'est vrai? Non. C'est pas vrai. Bravo. Je pensais que c'était... Je me disais, si c'est vrai, ça n'a pas de bon sens, là. Tout le monde doit payer ses taxes. Alors, je suis venue vérifier. C'est tout. C'est tout, madame? Oui. Puis après ça, la confirmation, l'annonce du projet n'a pas été faite encore. Ça Bon. peut arriver que le projet ne se fasse pas. Parce que j'avais pas vu de résolution du Conseil de ville dans les procès-verbaux. Seul crédit de taxe, on le fait dans le cas de l'hôtel La Boréalie, parce que Oui. c'est un secteur très spécifique, très spécialisé. Puis ça a été l'argument ultime pour obtenir le promoteur de construire. Aujourd'hui, on est bien heureux. On se repositionne. Saint-Félicien, on garde notre monde, ça mange, ça achète du gaz. Puis ça donne accès à la rivière de façon exceptionnelle. Mais c'était un seul secteur. On était... Fait que on c'est voulait juste se une repositionner. rumeur. Non. C'est- Le programme qui est en cours, qui reste, c'est un programme de crédit de taxe de 3 ans, C'est crédit ça. commercial, c'est ça. Avec un petit programme de subvention là, qui tire sur la fin, qu'on regarde, là, qu'on évalue à l'heure actuelle avec les différents projets qu'on a sur la table. Mais c'est de quoi de réaliste, d'honnête, mais d'incitatif. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Merci. Je voulais en avoir le cœur net. Non, mais Mme une Lavoie, rumeur vous comme êtes, ça, vous faut êtes à la savoir. place À la bonne pour place. confirmer ou infirmer les rumeurs. Voilà. Puis vous faites bien. Merci. Merci, madame. Bonsoir, Jean-François Robert. Oui, M. Robert, bonsoir. Oui. J'ai une question d'abord sur la dernière séance du Conseil où il était question de l'écoparc, où vous nommiez deux représentants, je ne sais pas, à cet organisme-là, de l'écoparc. Oui, oui. Pour fin de précision, moi, quand vous parlez de l'écoparc, par rapport au parc agrothermique, est-ce qu'on parle de la même affaire? Ben, c'est l'éco-parc, c'est la formule, disons, abrégée sur laquelle on a fait un peu de notre Mais est-ce qu'on parle du même approbation. terrain? C'est ça ma question. Non, c'est pas le même terrain. Non. Donc, L'éco-parc 1, c'est celui qui est ici dans le bois de Saint-Prime, en face de l'usine de cogénération. Puis l'éco-parc Saint-Félicien 2014, c'est celui qui est voisin de l'usine. Le parc agrothermique, bon. Il y a deux noms différents, 1 et 2, et 2014, qui distingue l'autre qui date de 2001. 2000. Ouais. Oui, je comprends. Non, c'est Oui. clair pour moi. Là. Mes questions portent donc sur la première version de l'écoparc. là. Oui. Donc, sur le bord de la voie de contournement. La Ville a eu des subventions pour ça. Oui. Elle a eu accès à des subventions, puis notamment pour le tuyau d'amener d'eau brute, là. Je voudrais savoir, peut-être quelque chose m'a échappé, est-ce qu'il est raccordé maintenant, ce tuyau-là? Pas encore. Il va l'être. C'est ce qu'on. À travers les travaux du rechargement, la connexion va se faire également. Parce que les déviations de la conduite, M. Ménard pourra donner des détails techniques, là, va aller pour la recharge artificielle, puis il va faire la jonction avec le nouveau tuyau, la nouvelle conduite là, de 10 pouces qui descend là, en face de l'usine de cogénération. Peut-être un petit point sur le match, vous me permettez. Sur le 6 000 m3 autorisé pour la prise d'eau en haut, dans même la rivière, il y a environ 3 000 m3 qui va être acheminé via cette conduite-là pour des applications industrielles, dont une également pour le dossier de la cogénération. Vous parlez de 3000 m3, mais c'est par quelle unité de temps, ça? Ah, c'est une mètre cube jour, c'est 6 C'est 160 mètre mètres cube cubes jour, qui est le débit autorisé que je mentionnais tout à l'heure. Sur une base annuelle, ça va augmenter la capacité de la Ville en termes de, nonobstant là, l'eau potable, là, mais ça donne combien d'eau potable, ça? Ben, sur la partie d'alimentation, Pas d'eau potable, mais d'eau brute. pour la recharge en eau potable, qui va passer par un bassin de recharge, là, ça va donner 2100 à peu près mètres cubes jour de plus de production, qui va être le bassin de recharge, le projet qu'on parlait tout à l'heure. Ma question, c'est, ça va libérer le réseau d'approvisionnement en eau potable de combien de mètres cubes, cette eau brute-là, par année? Par année? Oui, ben, je ne l'ai pas calculé. Là, parce que moi, je savais que mes dernières références étaient à l'effet que la Ville produisait grosso 3 millions de mètres cubes par année avec les trois... je parle d'eau potable. Oui. Je savais, toujours pour fin de référence, que l'usine de cogénération en utilisait 600 000, d'après 600 000 mètres cubes, à peu près donc 20 de la consommation de la Ville. Mm-hmm. Donc, si l'usine est approvisionnée par cette eau brute-là, on libère 600 000 mètres cubes par année. En eau potable, effectivement. En eau potable. Et à l'eau potable libérée par la consommation de l'usine, on rajoute un apport additionnel que je ne l'ai pas converti en annuel, là, mais de 2000 à peu près 2160 mètres cubes jour pour la production du réseau. La recharge. La recharge.
qui est vraiment la recharge. Ça va. Mon autre question, toujours en lien avec la question autour, là, c'est que la nouvelle cette semaine, c'était la grosse nouvelle. En tout cas, pour moi, la grosse nouvelle, c'était concernait le centre écologique. L'utilisateur actuel est en Salmotherm, puis maintenant, ça va être un autre utilisateur. Puis la raison de ce changement-là, c'était justement parce que Salmotherm utilisait trop d'eau potable, si j'ai bien lu la nouvelle. Ben, c'est parce qu'on ne pouvait pas donner de bail à long terme. C'était une continuation d'opération du centre écologique. Rappelez-vous, quand le centre écologique a arrêté ses activités, les employés avaient décidé de récupérer les équipements de production. Nous, la ville, on avait déjà fait l'acquisition du puits. On a fait l'acquisition du réservoir et de la bâtisse plus tard. Mais on n'a jamais souscrit de bail formel à long terme. On avait offert à M. Bélanger de continuer d'opérer, mais d'envisager, s'il voulait prendre l'expansion, une relocalisation définitive. Ce qu'on ne pouvait pas se permettre de produire de la truite, dans le temps, il finissait les contrats bonaniches, mais de la truite, même de la belle eau de cette qualité-là, au prix qu'elle coûte là, à sortir de la terre. Alors, c'était une réserve stratégique pour la ville. Si jamais on n'avait pas été capable d'obtenir ce qu'on passe à soir, il aurait fallu se replier sur une autre solution. Puis le puits P4 était une autre alternative intéressante. Je comprends, mais moi, je suis resté sur une impression d'urgence de la part de la ville de libérer ce puits-là pour l'acheminer sur le réseau. Là. Non, mais on ne se collecte pas tout de suite. Non? Non, mais entre-temps, c'est parce qu'à un moment donné, une entreprise, là, ça y prend des garanties. Quand tu n'as pas de bail, là, que tu restes dans ton immeuble ou tu perds ton commerce dans un immeuble où tu n'as pas de bail, fait qu'il savait, M. Bélanger, puis ça fait un bout de temps. Mais là, à un moment donné, on regardait pour recycler l'immeuble. On a eu une demande d'intérêt pour cet immeuble-là, parce qu'il est agricole, on ne peut pas faire du commercial, on ne peut pas faire du résidentiel. Rappelez-vous, quand on avait fait la voie de contournement, au sud, c'était la zone verte, puis au nord, c'est le blanc. Puis la ville avait accepté des conditions très rigoureuses. M. Ménard, les plus vieux conseillers étaient là aussi. C'était la condition pour l'établissement du centre écologique, mais il fallait que ça demeure un équipement carrément agricole. Donc, c'est la décision de l'utilisateur actuel, de Salmotherm, de déménager parce qu'ils ne peuvent pas avoir de garantie à long terme. C'est ça, exactement. Bon, parfait. La même chose un petit peu à l'usine, les garanties ne sont pas fermes à long terme non plus. La récupération qu'il fait là-bas de l'eau chaude. Là. Alors, tu sais, il faut penser à un établissement là, définitif pour lui s'il veut continuer de rester dans le domaine. Moi, je tombe dans les questions plus générales. Là. Moi, je voudrais qu'on me dresse un portrait en mètres cubes, là, je m'adresse particulièrement à M. Ménard, là, de la situation de Saint-Félicien en matière de production puis de consommation d'eau potable. OK. Comme je vous le disais tout à l'heure, ma dernière référence, moi, c'était à 3 millions de mètres cubes, puis j'ai jamais eu une réponse assez claire sur la consommation. Sur les mêmes unités? C'est ça, oui. OK. Écoutez, c'est sûr que ce n'est pas toutes des données que j'ai sous la main immédiatement, là, mais je pense qu'il serait mieux, ce serait de le compiler et vous présenter un résumé de la situation. Il pourrait être ramené au conseil éventuellement, et dans lequel on va intégrer toutes les nouvelles données que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc, l'autorisation d'ajouter au réseau 6160 mètres cubes jour et le prélèvement ou le débit qui va être envoyé du nouvel apport 2400 mètres cubes à la recharge, ce qui va être soustrait à la cogénération aussi, environ 2000 mètres cubes jour. En tout cas, tu sais, il y a tout un ensemble de moi, je comprends que vous ne puissiez pas me répondre précisément ce soir, mais je vous en fais la demande. Okay. Oui, les données sont disponibles. C'est disponible, c'est d'ailleurs soumis au ministère pour l'approbation. Puis, si c'est possible aussi, d'avoir un portrait de la consommation d'eau potable par le secteur résidentiel, par le secteur par rapport aux autres secteurs, industriel, commercial, institutionnel. Bon, il n'est pas tout comptabilisé, par exemple, mais on a des évaluations. On n'a pas tous les compteurs partout. Non, on n'a pas les compteurs partout. Je vais regarder, je vais... être assez précis là-dedans. Mais M. le maire, depuis quelques années, on a fait la réparation de quelques réseaux qui nous ont permis d'économiser. À peu près 20 on rentre dans l'objectif que le ministère de la Nouvelle Politique d'eau potable nous demande de rencontrer pour 2017. Oui. 20 d'économie, puis on va être là avant tout le monde. À cause des réfections. On avait beaucoup de pertes sur le boulevard Sacré-Cœur, des fuites, puis dans les vieux quartiers, là, c'était phénoménal. Où on a réhabilité une bonne partie du réseau. Là. On rencontre déjà. Puis après ça, il y a la gestion aussi des gros consommateurs d'eau. L'usine de Bleuet, on le sait.
la cogène en sortant, en ayant de l'eau non traitée. On va améliorer nos performances, notre bilan. Puis le bilan aussi, je dirais, la fiabilité des données. On a remplacé un ancien débitmètre qu'on avait depuis la mise en place du puits, qui a été remplacé par un débitmètre magnétique dès cette année. On est comme projet de sculpter la conduite, la ligne principale qui part du puits alimentant jusqu'au réservoir de la ville. En tout cas, le ministère impose vraiment de sculpter tout son réseau là, pour atteindre l'objectif de 1 %. Il reste ça, la conduite principale, de 9 km, là, qui est peut-être en perte de charge aussi un peu. Donc, l'espèce de blâme qu'avait émis le ministère de l'Environnement à l'égard de la ville, cette situation-là est réglée concernant la consommation d'eau potable à Saint-Félicien, qui est extravagante par rapport à ce que... Ah oui, qui est au-dessus de la moyenne provinciale. Oui. Compresseur à l'eau. Oui, oui. Les économies dans les épiceries, les services, c'est ça, les compresseurs à l'eau qu'on a rendu hors la loi. Juste un à côté, là, qui peut... on avait déjà discuté avec M. Ménard de l'existence encore, il y a pas longtemps, de système de climatisation qui marchait à l'eau courante, à Saint-Félicien. Ça consomme plus, pour un dépanneur, par exemple, je dis pas ça peut être n'importe quel petit commerce, ça consomme plus qu'une ferme comme la mienne, ça. Un système Est-ce que ça existe encore? Est-ce que cette situation on en a éliminé beaucoup. À l'heure actuelle, on est en train d'envoyer des lettres un petit peu partout, dans les secteurs où on soupçonne. On est en train aussi d'envoyer des lettres aux ceux-là qui utilisent des urinoirs automatiques dans les commerces. En tout cas, il y a une démarche là, qui est entamée à ce niveau-là. On a corrigé beaucoup. Je ne vous dis pas qu'il n'en reste pas, par exemple, mais on continue de le faire. Dans la nouvelle politique, la nouvelle réglementation qu'on a écrite, toutes ces mesures-là sont prévues. Puis là, on l'a accepté. À votre déposition, on l'a accepté. Puis là, elle est exécutoire. Le ministère, on est un petit peu... on devrait soumettre dans les prochains mois. Le ministère demande un plan de gestion de la ressource eau avec ces mesures-là qu'on va mettre en œuvre pour éviter. Oui, parce que, en fait, il y a une hiérarchie à donner à ces interventions, là, à mon avis, parce que même si M. le Premier ministre, puis je ne vais pas le pointer, mais dit qu'il a réduit sa douche à 5 minutes, je ne pense pas que ça a un impact comparable à celui qu'on pourrait avoir en réglant la question des systèmes de climatisation à l'eau courante. Oui, vous avez raison. Oui. Ensuite, je voudrais avoir une question qui porte sur le coût de l'eau potable. Toujours, moi, mes références étaient à l'effet que ça coûtait 13,2 cents en 2000. Oui. Pour la production, c'est-à-dire le pompage et la distribution de l'eau potable. Un peu plus tard, vers 2004-2005, M. Ménard, je n'ai pas l'année exacte, mais vous m'aviez dit que c'était baissé à autour d'une douzaine de cents le mètre cube. Et les données, on a réactualisé ça. Je parlais tout à l'heure des rapports qu'il faut envoyer au ministère, qui sont les coûts réels de production. Encore une fois, je n'ai pas les données vraiment envers moi, là, mais c'est des données disponibles au service technique. Il faudrait, je pense, ce qui serait le mieux, ce serait peut-être de faire une petite rencontre, de dresser justement toutes les données qu'on a. C'est des valeurs qui sont disponibles. Est-ce que vous pourriez nous apporter la réponse à la prochaine séance du Conseil? Oui, on pourrait le faire. Le coût de revient de l'eau potable? Oui. Parce que moi, je vous avoue que je suis un peu... je dirais pas inquiet, là, mais on m'a dit que ça avait pas loin de triplé là, par rapport aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Sinon, plus que ça. Peut-être. En tout cas, je ne voudrais pas avancer de chiffres, mais je vais vous amener vraiment les données officielles qui sont déposées au ministère. Parce qu'à l'époque, là, moi, mes chiffres proviennent de la convention avec la cogénération. C'est pas une cible là, pour moi, la cogénération, sauf que c'est la référence que j'avais. Parce que c'est le document qu'on a eu. Oui. Puis, à cette époque-là, ça nous coûtait 13,2 cents le mètre cube à produire de l'eau potable à Saint-Félicien, puis on la vendait à cogénération 6,6 cents. C'est-à-dire carrément 50% moins cher, ce qui, à mon avis, est une subvention. Moi, je pense qu'il y aurait lieu d'instaurer un peu plus d'équité là-dedans, pas juste pour Cogène, mais pour tout le monde. Là. Puis, je réitère la demande qu'on avait faite dans le cadre d'Agenda 21, nous, d'installer des compteurs pour les institutions, les commerces et les industries. Ça serait juste plus fair, plus équitable pour tout le monde, à mon avis. Dans les nouveaux commerces et les nouvelles installations, puis les gros consommateurs ont le compteur. Et rappelez-vous, dans le temps, c'est ça, ce qu'on est allé chercher en termes de subvention d'aide pour la conduite, c'était justement pour justifier cette forme d'équité-là qu'il fallait rétablir si on voulait maintenir notre usine en production. Dans le temps, on devait franchir une autre étape. C'est partie remise, mais
Entre-temps, ben, c'est sûr que les vrais coûts, ben, avec le Oui, calcul, c'est pour ça qu'on avait privilégié la conduite d'amener, qui n'est pas pompée, qui n'est pas pressurisée, qui descend par gravité, puis qui serait recueillie à son arrivée directement par l'usine. Sans autre traitement, sans implication de la ville. Il y a eu un coût final, mais c'est une usine qui, en principe, est là pour 25 ans. Ils ont 12 ans le contrôle, il en reste autant. Alors, mieux vaut tard que jamais. Peut-être que ça n'a pas été assez vite, là, mais vous avez vu les difficultés qu'on a eues. En préconisant des solutions économiques, on a été mis en doute à plusieurs reprises. Je veux faire des démonstrations. Là, on pense qu'on a convaincu tout le monde. Les démonstrations sont faites. On l'a déjà expérimenté à quelques reprises. Je pense qu'on a la solution. Mais là, tout est en place, la conduite. La mise en eau, en principe, devrait être faite ce printemps. Alors, ça va. Surtout mes questions pour la question de l'eau potable. Oui. Je vais attendre le rapport sur les volumes, là, la production, le portrait, puis sur les coûts aussi. J'aurais une dernière question qui est alimentée aussi par l'actualité. Juste un petit point que je voudrais rajouter. Là. Oui. En rapport avec l'objectif de 2017, si les villes ne rencontrent pas l'économie de 20 demandée par le ministère, ce qui est prévu, c'est qu'il impose la mise en place des compteurs pour les ICI. C'est ce qui est dans le plan de match actuellement. C'est pour ça que chacune des villes doit faire un plan de gestion, doit déposer des mesures pour réduire et atteindre l'objectif de réduction 20 C'est ce qui est planifié. Merci. dernière question. Vous avez Oui. En rapport avec le parc agrothermique, là, celui-là qui est à côté qui sera opéré par les Serres Toundra. Moi, j'ai fait le saut quand j'ai entendu la nouvelle à l'effet que ce projet-là utiliserait plutôt le gaz naturel que la biomasse, comme beaucoup de monde. Je voudrais savoir qu'est-ce qui va arriver avec cette eau-là, cette eau chaude-là qu'on a de tôt. Elle va continuer de retourner dans la rivière comme tout l'hiver passé? Elle va, pour une bonne part, à serre, ils ne sont pas complètement abandonnés, le rejet thermique. C'est sûr, pour la chauffe haute intensité, là, à plus de 40 degrés C, c'est le gaz à cause de l'efficacité, la rapidité. Mais l'eau, une bonne partie de l'eau de refroidissement de la tour, des fours à chaud entre autres, va chauffer une réserve d'eau de procédé qui veulent recycler tant qu'ils vont pouvoir. Là. C'est des réservoirs souterrains qui vont être chauffés à l'année, mais surtout l'hiver, vous comprendrez, là, qui sont en surface, des gros volumes d'eau qui est récupérée, l'eau de pluie, l'eau de fonte des neiges qui va être traitée dans ces réservoirs-là. Il va être chauffé par le refroidissement, par les tours de refroidissement. Alors, il va s'en jeter moins, il va toujours s'en jeter encore un peu dans la rivière, mais ils ont le permis pour ça, on peut pas, il n'y a pas d'effluent. Non, mais il reste que, monsieur le maire, vous me permettrez le commentaire suivant, c'est que au prix où résolu vend le courant Hydro-Québec, là, près de 11 cents, ça aurait été un juste retour des choses, à mon avis, que cette usine-là, que ce projet-là utilise les rejets en plus grande proportion. Bien, c'était un coût économique aussi. Hein. Je vous remercie. Merci, monsieur Jean-François. D'autres questions de la salle? Non, la presse? Peut-être pour rester sur ce dossier de l'eau-là, toutes les interventions que vous avez parlé tout à l'heure là, pour recharger le puits, les études, combien ça a coûté au total à la municipalité? On parle le dossier de l'eau potable antérieure, on calcule ça en centaines de milliers de dollars. Les études préliminaires. À part les réalisations. Parce que la recharge elle-même est évaluée aux alentours d'1,5 million. 1,5 million. Ce qui va venir en termes de travaux. Là, les travaux à faire vont coûter 1,5 million, mais ça exclut. Les études préliminaires, la préparation. Qui sont de quoi, 300 ou 400 000 $? Je pense que vous pouvez mettre à peu près une coupe de 100 000 $, parce qu'il y a des plans de devis, il y a toutes les analyses qui ont été faites depuis le temps. Et c'est parce que ça relève d'un historique, je vous dirais, qui n'est pas simplement des dernières années. Il y en a eu dans le développement du puits, dans le développement de la première brise d'eau, mais je pense que facilement, une coupe de 100 000 $, c'est très facile. Avec ce que vous avez dégagé comme eau potable supplémentaire, est-ce que ça va être suffisant pour faire le développement de l'eau potable dans le secteur Saint-Méthode? On sait que c'était à l'agenda du nouveau conseil municipal. Est-ce que vous avez des données, justement, comme le demandait M. Robert, pour être en mesure de la production on de va avoir les données avec ça suffisantes pour faire des scénarios. Oui.
C'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs. En fait, le bilan, c'est la production pour 20 ans plus. Ouais. Mais c'est ça, il va en avoir suffisant. Il y en aurait suffisamment Oui. pour là. C'est ce qu'on a dégagé avec la conduite d'amener et puis la recherche artificielle. C'était le but, c'était l'objectif. Hein. Puis assurer une vingtaine d'années de développement. Parce qu'après, au coup, on avait entendu parler que la ville de Saint-Félicien participerait à la hauteur de 40 %. Les citoyens, ça serait 60 %. Est-ce que c'est des chiffres qui tiennent toujours là-bas? Oui, puis ça, on va présenter le projet en détail là, après la réception de notre CA. Puis, il y a un comité de formés avec qui on travaille qui représente les gens du secteur. Donc, C'est par la suite que la décision, je dirais, finale pourrait se prendre. Oui. Ça va prendre quoi? Est-ce que ça va prendre l'accord d'un certain nombre de citoyens, de majorité? Comment qu'on va passer? C'est sûr qu'il va y avoir un registre. Il faut présenter un règlement d'emprunt. C'est quand même un projet majeur. Puis tous les citoyens auront à s'exprimer sur ce projet-là. C'est beau pour moi. Ça va? M. Gino, ça va? Alors, intervention des membres du conseil, M. Bouchard? Oui, ben moi, j'invite tout le monde dimanche prochain au marché, pédaler pour la Croix-Rouge. Il y a un départ, ça se fait à Saint-Prime. Il y a de la marche, de la course, puis fait que j'invite toute la population à venir faire de l'exercice pour la Croix-Rouge dimanche prochain. Puis pour ça, c'est une semaine tout le monde. Merci, M. Bouchard. M. Doivin? Non, moi c'est beau. Je souhaite une bonne semaine à tout le monde. Peut-être une petite visite au zoo, là. Les couleurs sont belles. Alors j'invite la population. Notre zoo, il faut le garder. Merci, bonjour. Merci, M. Doivin. M. Simard, peut-être un sujet d'actualité que vous voulez nous communiquer ce soir? Oui. Oui. Là, probablement, là, on avait fait un exercice de planification stratégique. Là, il y avait beaucoup de jeunes de la population qui étaient venus. On avait fait une autre rencontre avec les élus, puis aussi les fonctionnaires. On a eu des résultats de ça, puis on devrait être bon cette semaine, probablement d'ici à vendredi, d'afficher ça sur le site Internet. En tout cas, c'est la première étape. Suite à ça, on devrait faire un sous-comité qui va être composé d'un pourcentage de gens qui ont participé aux activités pour déterminer la vision, mission et orientation stratégique pour arriver avec quelque chose de plus concret à présenter là, au monde. Quelque chose de transparent qui a été... Fait que c'est un peu un suivi de ça. On avait dit... On s'est engagé pour le mois de septembre. C'est ça. C'est votre comité. Fait que tout roule comme il faut. Parfait. Merci bien, M. Simard. M. Gibbons? Rien de spécial, M. le maire. Je suis avec Aquaro, fait que ça s'est raté. Bonne semaine. Merci bien. Mme Boudreau. Moi, juste une information. J'invite la population demain à la collecte de sang qui va avoir lieu à l'Hôtel Jardin de 13h30 à 20h30. Donc, tous les jeunes qui sont en forme, les belles jeunesses et tout le monde ici, de participer à cette activité-là. Vous savez qu'un don de sang, c'est un don de vie. Et sur ça, bonne semaine à tous. Merci, Mme Boudreau. M. Paradis. Je voulais féliciter la gang de l'organisation qui ont fait Bicyclon pour la Fondation. Plus de 150 cyclistes qui ont ramassé 12 000 $. Fait que, pour le cégep, fait que c'est une belle petite gang. Après ça, inviter la population à se lancer un défi personnel en groupe ou en confrère avec le défi d'émetteur qui s'en vient le 4 octobre au centre de ski. C'est ouvert à tout le monde, c'est un défi avant d'être une course, fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Un parcours de 5 km, on fait à son rythme, 20 épreuves, puis chaque épreuve, il y a deux options, fait que il y a une option qui peut être plus difficile, une plus ouverte à monsieur, madame, tout le monde. Fait que c'est vraiment ouvert à tous. Il y a un parcours aussi pour les plus jeunes de 1,5 km. On peut s'inscrire sur le site du Toboski. Il y a des départs à toutes les heures. Mais c'est limité. Fait qu'on peut s'inscrire. Un très beau défi. Puis une belle petite gang qui s'occupe de ça aussi. Là, fait que on les encourage. Merci, M. Paradis. C'est tout. Alors, moi, j'aimerais peut-être vous rappeler un petit fait qui me faisait encore de la peine. Ce matin, j'entendais à la radio locale le directeur du cégep qui déplorait pour la Xème année le peu ou l'absence d'inscription d'étudiants là, dans les techniques transformation des bois. Puis la situation perdure. L'Université de Trois-Rivières également, je pense son bac là, en pâte et papier, ne reçoit plus d'inscription.
C'est un petit peu alarmant, moi je trouve que c'est un petit peu inquiétant de voir que à l'heure où, à un moment donné, on voudrait se préoccuper de la ressource puis la traiter le mieux possible, la transformer de la façon la plus rentable, c'est là que les jeunes devraient vouloir s'impliquer puis acquérir des connaissances pour participer à l'optimisation de l'exploitation de la ressource. Alors, je ne sais pas si c'est un signe des temps. Quand on voit les efforts, par contre, il faut continuer à se développer, il faut conserver de l'espoir en région forestière comme la nôtre, où ce signal-là se maintient depuis plusieurs années déjà, 4, 5 ans, 5, 6 ans. C'est inquiétant. La relève n'est pas là. Les travailleurs continuent de vieillir. On sait que notre usine va avoir 40 ans bientôt. Les gens, ils sortent des cohortes là, régulièrement chaque année. C'est vraiment là, un signe des temps là, qui est difficile à interpréter. Là. C'est pour ça que toutes les hypothèses de diversification qu'on essaye de mettre en place, j'espère que les instances vont continuer de nous accompagner là-dedans, puis ils vont y croire. Il faut offrir d'autres choses, il faut offrir des nouveaux emplois dans des nouveaux secteurs. Puis on le sait que l'éventail là, des créneaux n'est quand même pas là, des plus abondants pour une région comme la nôtre, à part les ressources naturelles. On ne peut pas déplacer de très grandes technologies. On le sait, les difficultés qu'on doit garder certaines entreprises chez nous. Alors, j'espère que si c'est la faute des programmes qui n'est pas adapté ou si ce sont les vendeurs ou les représentants de l'entreprise ou des différents ministères qui ne rendent pas ces secteurs-là sympathiques, qui va le faire? Nous, on dépend de ça pour notre survie, pour la pérennité de nos patrimoines personnels, individuels et collectifs. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Moi, je pense qu'il faut en discuter d'abord avec nos enfants dans notre famille, là, pour voir qu'est-ce qui va pas, pourquoi que les gens ne s'intéressent plus à ces métiers tellement nobles là, qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui depuis 150 ans. Là, on va le fêter l'année prochaine. Alors, moi, c'est le petit élément de réflexion. Sinon, j'aurais souhaité une bonne rentrée à tout le monde. C'est le cégep. J'ai participé à une belle activité, justement, je voudrais souligner ça en terminant. J'ai été invité par l'École Hébert à une belle activité de la rentrée, de l'inscription. J'ai été vraiment surpris. Tout le corps professoral, la direction, va organiser une rentrée à l'ancienne pour commémorer le 150e. Alors, ça faisait 50 ans que je n'avais pas pris la parole à l'École Hébert parce que j'ai été le premier maire de l'École Hébert en 5e année. Alors, j'ai raconté ça aux enfants qui ont trouvé ça bien drôle. Hein. Mais j'ai trouvé ça intéressant, l'approche qu'avait tout le groupe de professeurs, puis l'intérêt qu'ils ont réussi à manifester là, de la part des jeunes qui ont été captivés par cette ancienne façon, puis des méthodes pas toujours orthodoxes là, qu'on utilisait à l'époque là, pour faire comprendre les enfants puis les assagir. Je pense que c'était vraiment intéressant. Alors, ça promet pour le 150e. Alors, en passant, l'École Hébert, tous les professeurs et la directrice, là, félicitations. Vous m'avez fait un beau petit cadeau en m'invitant à la dernière minute comme ça. Ça m'a rappelé des très bons souvenirs. J'étais là avec papy Jean Tremblay aussi. Jean Tremblay, qui est son petit-fils qui rentrait là aussi. Alors, on a été émus, là, c'est le cas de le dire. Ça ne me gêne pas de le dire. C'était vraiment, vraiment intéressant. Ça augure bien, là, pour la commémoration des fêtes du 150e. Alors, sur ça, je demanderai une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Boivin, oui. M. Simard va appuyer ça. Merci, et à la prochaine.